Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver à ce numéro de Questions majeures. Nous allons analyser ce soir les actions des forces combattantes pour la sécurisation et la reconquête du territoire national. Vous le savez, Madame, Monsieur, de nombreuses initiatives sont posées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme depuis l'avènement du MPRC-2 à la tête du Burkina. L'offensive se mène dans plusieurs localités du pays. En témoignent les nouvelles du front qui sont diffusées quotidiennement dans nos différentes éditions. N'oublions pas cette volonté des autorités burkinabées d'équiper les FDS et les VDP en armement, mais aussi cette dynamique de parvenir à un meilleur maillage du territoire soutenu par des réformes à plusieurs niveaux. Nous en parlons donc ce soir avec nos chroniqueurs. Gervais Nadambega, ingénieur du développement rural. Bonsoir, Monsieur Nadambega. Bienvenue une fois de plus. Adama Sigiré est écrivain et enseignant de philosophie. Bonsoir, Monsieur Sigiré. Bonsoir, Madame. Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, est aussi autour de ce plateau. Bonsoir, Monsieur Bayala. Bonsoir. Alors, nous sommes aussi ravis d'accueillir un autre chroniqueur, Madame, Monsieur, pour ce numéro, lieutenant-colonel Rasmani Wango. Bonsoir et soyez la bienvenue. Bonsoir, Madame. Alors, messieurs, soyez tous les bienvenus pour ce numéro de questions majeures. On a assisté à un effondrement progressif de la sécurité dans notre pays. On a aussi été témoin de l'avènement du MPSR-2 qui s'est donné pour mission d'inverser la donne, de combattre les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Cette vision est appuyée par des réformes à plusieurs niveaux sur le plan de la logistique, sur le plan structurel et même organisationnel. Comme je le disais, nous avons la chance d'avoir un membre des Forces armées nationales sur ce plateau, le lieutenant-colonel Rasmani Wango, qui va nous donner des précisions à ce niveau. Monsieur Wango, alors quel état des lieux faites-vous de toutes ces réformes qui ont été opérées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme depuis l'avènement du MPSR-2 au pouvoir? Merci, Madame. Effectivement, depuis ces dernières années, il a été concentré en fait à une restructuration, une réorganisation des forces de défense et de sécurité. Et cette réorganisation s'est traduite en fait, d'abord, on avait 3 régions militaires qui est passé maintenant à 6 régions militaires, et les groupements de forces qui ont aussi qui sont au nombre actuellement de 6, et de ces groupements de forces qui sont chargés en fait de la conduite des opérations sur le terrain, disposent en fait des unités à leur sein, des unités qui sont des unités qu'on dit des unités mobiles, des unités statiques. Les unités statiques qui sont chargées en fait de la défense des localités, sécurisation des localités. Et ces unités sont composées en termes de détachement de différentes forces de défense et de sécurité. On peut dire de l'armée de terre, de la gendarmerie, de toutes les forces combattantes, mais aussi les forces supplétives, les VDP. Et également, nous avons les unités qu'on dit unités mobiles qui peuvent être projetées pour mener des opérations de reconquête, avec les bataillons d'intervention rapide qui sont nés, aussi les bataillons mixtes avec les VDP et les unités spéciales. Mais de cette structuration, quand on parle au niveau des groupements de forces, quand on va un peu plus haut, au niveau central, on a eu en fait une chaîne unique pour coordonner toutes ces opérations. Et cette chaîne unique, un centre opérationnel, qui est chargé en fait de conduire ces opérations, de coordonner leurs actions, et qui est sous la responsabilité unique du commandant des opérations du théâtre national. Donc voici comment, de façon un peu résumée, comment sur le terrain, cette organisation a permis en fait de mieux définir en fait un maillage du territoire. Il y a eu aussi un renforcement de capacité des forces armées nationales. Oui, effectivement, Madame. Sur le plan équipement, surtout. Oui, effectivement, sur le plan équipement, comme les différentes plusieurs autres ont abordé ce point, jusqu'au du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, des chefs d'État-major général, mais aussi des autres chefs d'État-major, on l'a déjà évoqué, à savoir le renforcement des capacités, tant sur le plan matériel majeur que les équipements de protection individuelle, mais aussi en termes de ressources humaines ont été réellement renforcées pour que ces unités, ces forces combattantes-là puissent faire face à la menace terroriste. Je vous donne la parole, M. Sigiré. Quelle lecture faites-vous de tout ce qu'il y a eu comme acquis
Depuis l'avènement du MPSR 2 dans la lutte contre le terrorisme, on parlait tout de suite des réformes au niveau structurel, au niveau organisationnel et même au niveau des équipements, par exemple. Merci beaucoup, madame. Et avant tout, je voudrais remercier le lieutenant-colonel ici présent. Je pense que sa présence permettra aux téléspectateurs de mieux comprendre les enjeux sécuritaires. Et je voudrais aussi rendre hommage à ces forces combattantes, à notre armée, qui effectivement, depuis la venue du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, fait la guerre. Et vous savez, il y a un philosophe qui disait, je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau, il a dit, je cite, « Il a des métiers si nobles qu'on ne peut les faire pour de l'argent sans se montrer indigne de les faire. Tel est celui de l'homme en guerre, tel est celui de l'instituteur. » Faire la guerre est une épreuve très difficile, c'est donner sa vie. Il faut d'abord rendre hommage à ces forces combattantes-là, à toutes ces forces armées nationales qui font la guerre pour libérer ce pays. Aujourd'hui, comme on le dit chez nous, chez les RC, ce ne sont pas des mots de vente, ce sont des mots de Dieu. C'est pour dire que les actes posés par les forces combattantes sont des actes visibles. Tout le monde sait que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, c'est une armée qui a décidé de vaincre, de faire la guerre, mais aussi de vaincre et d'avoir la victoire. Et comme Léhi a dit, plusieurs actes ont été posés sur le terrain. Les populations elles-mêmes reconnaissent les mérites de l'armée. Il y a eu des acquis qui ont été engagés, il y a eu des villages qui ont été réinstallés. Les militaires qui étaient au front, qui, de par le passé, se plaignaient de manque d'équipement, manque même souvent d'armes de guerre, tous ces militaires-là reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont le matériel nécessaire pour faire la guerre. Il y a les VDP qui ont été recrutés et qu'on continue encore de recruter, mais l'objectif n'était pas seulement de les recruter, de par le passé, on a tenté de les recruter, mais il nous revenait qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour faire la guerre. Oui. Même si nous n'étions pas sur le terrain, nous avons des informations. Aujourd'hui, tous les VDP qui sont sur le terrain reconnaissent qu'ils ont l'armement nécessaire pour faire la guerre, qu'ils ont l'encadrement nécessaire pour faire la guerre. C'est vrai que la guerre n'est pas complètement finie, mais nous sommes en train d'aller vers la fin de cette guerre-là. Et c'est comme je dis aussi, toutes les nations, toutes les grandes nations sont passées par là. La guerre, elle est une mauvaise épreuve, mais elle n'est pas une fatalité. Parce que quand vous prenez toutes les nations qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, puissantes, grandes, elles sont passées par des moments de difficulté. Et nous aussi, nous sommes aujourd'hui en train de traverser ces moments de difficulté-là. Je suis persuadé qu'à la sortie de cette guerre, nous serons encore une nation forte, une nation solidaire, une nation qui va tracer des projets structurels de développement pour aller de l'avant, parce que la guerre est en train même encore de nous unir et de nous faire savoir que nous avons le même destin et que nous sommes obligés, nous sommes même condamnés de vivre ensemble et de relever les défis communs du développement. Alors, M. Nadamberga, de multiples acquis qui ont permis à la situation de changer de tournure. Certaines autorités de ce pays ont dit que la récréation est terminée. Il faut dire que cette phrase est même devenue célèbre ces derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression que la récréation effectivement est terminée? Bien, la récréation pour moi, on l'a sonné la fin. Mais il faut maintenant que l'on travaille à ce qu'effectivement il y ait de la discipline. Il faut qu'on travaille à ce que tout le monde revienne à l'ordre. Et c'est ça qui est le gros labeur à abattre. Maintenant, il s'agit d'état des lieux. Et quand on parle effectivement d'état des lieux, il faut voir effectivement d'où on est parti pour en arriver là. Notre armée, il faut la saluer aujourd'hui. Et pas parce qu'effectivement, un colonel ici, vous savez qu'on est assez libre effectivement de ce qu'on dit. Les faits. Notre armée a été théoriquement créée, je crois, corrigez-moi si c'est faux, le 1er novembre 1960. Mais avant le 1er novembre 1960, c'est le 3 août qu'il y a eu effectivement le décret qui a fait ça. Et puis, suivez bien, c'est seulement un an après, parce que c'est cette date même qu'on devait fêter, c'est pas le 1er novembre de 1960, mais 61, qu'il y a eu le transfert du commandement de l'armée française. Parce que c'était encore une armée française jusqu'en mars 2023. Pourquoi je dis que c'était encore une armée française jusqu'en mars 2023? Parce que nous n'avions pas remis en cause les accords de 1961. Nous avions ce qu'on appelait les coopérants militaires qui étaient là sous prétexte effectivement d'encadrer, de former, etc. Mais c'était les plus grands décideurs. Et c'est ceux qui, depuis l'Hexagone, envoyaient effectivement les décisions. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il n'y a que 18 mois que cette armée est une armée nationale. Parce que vous n'allez pas dire qu'une armée nationale est nationale
à partir du moment où elle ne peut pas prendre des décisions par elle-même, où elle ne peut pas effectivement décider d'aller commander des armes où elle veut, où elle doit avoir l'autorisation du patron du précaré pour pouvoir effectivement décider. Donc il faut saluer, parce que nous parlons de réforme, il faut saluer la remise en cause de cet accord de 1961 qui permet aujourd'hui tout ce qu'on a cité effectivement comme acquis. Maintenant, vous avez posé clairement la question de savoir si la récréation est terminée. N'oublions pas que remettre effectivement un accord en cause est une chose, mais gérer les conséquences, c'est une autre chose. Et les conséquences, c'est lesquelles? Regardez où se trouve aujourd'hui, nous ne cachons pas les choses, l'État français. C'est parce que aussi, nous sommes dans une situation où ils n'ont plus accès de façon gratuite, de façon impunie, aux ressources effectivement de toute la zone. Et vous pensez effectivement que on va définir notre terre comme étant la terre effectivement des herbivores et ne pas, comme ils l'ont dit, se transformer en carnivores, même s'ils font de l'euphémisme pour dire effectivement qu'ils vont être omnivores. C'est dire effectivement qu'ils vont être de véritables carnivores. Ce sont de véritables carnivores en ce moment, affamés, qui sont en train de rugir dans le Sahel et qui cherchent des voies et moyens pour pouvoir reconquérir effectivement leurs acquis. Donc, ne nous leurrons pas, l'adversité va être encore plus grande. Peut-être que ça fait peur. L'adversité va être encore plus grande. Mais nous avons la chance d'avoir des acquis. Ce n'est plus aujourd'hui, avec ce qu'on appelait des masses tranquilles, les masses 36, qui sont des manufactures d'armes de Saint-Étienne depuis 1936, que les gens ont. Mon père a été garde républicain. Il a pris sa retraite à Zorgo. Il n'y a pas longtemps de cela. Ça avait peut-être 22 ans. Mais c'était avec des masses tranquilles encore qu'il faisait le maintien de l'ordre. Vous regardez au niveau de la police, c'était avec des PMC chinois qui, faites attention parce que si ça tombe, ça peut commencer à crépiter de soi-même. Aujourd'hui, nous sommes à une situation où nous avons des drones qui peuvent survoler pour voir des positions, pour orienter. Avec des drones qui peuvent être armés pour frapper. Il faut souhaiter effectivement qu'il y ait de plus en plus de l'armement, mais qu'il y ait de plus en plus effectivement de la formation, parce que je sais qu'il doit y avoir un défi, c'est celui effectivement de pouvoir former un combattant, c'est celui effectivement de pouvoir continuer en termes de ressources à s'équiper et en formant. Donc, la récréation, elle est terminée, parce que si vous regardez au niveau de l'armée elle-même, vous verrez que quelqu'un a refusé toute une... Vous savez que l'armée est hiérarchisée, disciplinée. Pour qu'effectivement des soldats à un certain niveau disent qu'ils refusent, c'est parce qu'ils ont regardé effectivement la tête et ils ont vu effectivement que ça ne se passait plus. Donc ça veut dire qu'ils ont donné, l'armée a donné le ton sur la fin effectivement de la récréation. C'est maintenant à notre système judiciaire, c'est maintenant au niveau des ministres et au niveau des ministres également, je dois dire une chose, on est parti et on est dans l'ère des ministres qui viennent du statut de secrétaire généraux. Les secrétaires généraux étaient habilités à conduire effectivement des actions courantes. Il faut aujourd'hui qu'ils nous montrent qu'au-delà effectivement des compétences techniques qu'ils avaient pour conduire les actions courantes, ils allient aujourd'hui la conscience politique, ils adoptent effectivement la vision du président du Faso pour qu'il ne soit pas le seul effectivement à être en train de naviguer. C'est là aussi la récréation est finie. Parce que la récréation est finie, ce n'est pas seulement que le président dise en haut, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et en bas, il y a des gens, ceux qui ont les leviers, ceux qui gouvernent, qui ont les actions quotidiennes, qui dorment sur de la technicité simplement. Les techniciens au Burkina, on peut en trouver à l'appel. Les technocrates, les technocrates, on peut en trouver à l'appel. Ce qu'il faut aujourd'hui, oui, c'est des niveaux de cadres, de tenants de levier qui peuvent dire, en plus effectivement de la technicité, oui, voilà la vision. Mais la vision elle-même doit être couchée et c'est ça aussi qui reste à faire au président du Faso. Alors, Imhotep Bayala, le lieutenant-colonel ici présent, vient de faire le point en termes de logistique, en termes organisationnels, voilà, des forces combattantes qui ont été équipées avec de l'armement de pointe, suivi de la formation. Est-ce que le chemin parcouru nous permet de dire qu'au bout du tunnel, il y a une lueur d'espoir pour les populations burkinabées? Oui, j'avoue qu'on ne peut pas s'obliger à être aveugle quand les faits nous cognent même à l'orbitre.
J'avoue avec beaucoup de modestie qu'aujourd'hui, être au Burkina vous couvre d'un sentiment de fierté. Et rien qu'à voyager ou à tenter de traverser les frontières pour aller même chez ceux qui fabriquent un narratif contre nous, leurs citoyens même sont convaincus que nous avons désormais un leadership qui permet de faire de notre armée non plus une armée qui assiste impuissante à sa propre déconstruction, non plus une armée qui observe et qui compte ses morts, mais une armée qui est capable de riposte parce qu'elle a été réorganisée, parce qu'elle a été décolonisée et parce que ces réformes n'auraient été possibles dans son format colonial. Dans le format où elle était parrainée et sous tutelle de Paris, de Londres ou de Washington, cette armée n'allait pas pouvoir nous offrir le plus beau de son visage tel que décrit tout à l'heure. Voyez-vous, pendant longtemps, on a douté de l'expertise africaine. On a refusé aux mentalités et à l'esprit africain de pouvoir adresser avec intelligence, avec efficacité, ses propres défis. Ces officiers-là nous montrent qu'effectivement, en ce qui concerne la gestion des affaires africaines, il existe désormais une élite rompue à l'intégrité, à l'honneur et à la dignité, qui sont à même, par les compétences techniques, de redéfinir, parce que nous l'avons dit, le grand frère disait tantôt que la technocratie, c'est beau, mais nous avons aussi dit que un révolutionnaire n'est pas uniquement armé de slogans, il est armé de conscience technique et d'intelligence stratégique. C'est les deux combinés qui lui permettent de dérouler une action. S'il n'est fait que de slogans, alors il ne sera pas crédible. Il lui faut une intelligence qui lui permet, par la manière de redisposer les cartes, d'y voir de l'intelligence supérieure et d'imposer le respect à ceux qui nous faisaient du chantage hier, à ceux qui jusque hier nous disaient que n'eût été une certaine intervention cosmétique de Barkhane, le Sahel aurait disparu ou se serait effondré. Nous leur répondons que grâce à cette action de Barkhane, nous avons frôlé les portes de l'enfer. Nous avons frôlé le pire. Parce que la menace s'est métastasée et a retiré l'initiative à nos officiers, à notre armée, pour s'organiser elle-même. Et Dieu seul sait combien de fois il y a eu collision entre notre élite militaire ou entre nos forces combattantes et cette armée de supervision de nos problèmes. Ils les supervisent, s'ils ne les renforcent ou même ne mettent de l'eau dans le moulin de ceux qui nous imposent de compter nos morts. Aujourd'hui, c'est un hommage. Je pense que notre armée elle a 104 ans. Les différentes générations qui l'ont construite ont joué des rôles clés. Il faut le leur reconnaître. Et il faut saluer, une fois de plus, la parenthèse de la révolution des 4 ans, qui a véritablement permis de donner une identité à cette armée et de l'organiser avec des ambitions burkinabè, et non plus des ambitions occidentales ou des ambitions de l'ONU. Et aujourd'hui, nous nous réconcilions avec cette histoire, nous refaisons connexion avec cette période qui nous a permis de jeter les bases d'une véritable machine de défense, un maillage du territoire. Et c'est indispensable aujourd'hui. J'écoutais le reportage qui a été fait sur la RTB et qu'il faut saluer une fois de plus parce qu'elle permet, à travers la voix des officiels même de notre armée, parce que tant que c'est nous ou des citoyens non indiqués professionnellement qui évoquons par le fait de l'amélioration de certaines situations que nous voyons, on continue de nous imposer un narratif. Vous n'êtes pas des techniciens, vous n'êtes pas habilités. Mais ceux mêmes qui sont habilités, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui les a obligés à dire qu'il y a un maillage géospatial adéquat. Il y a une formation adaptée, prise en charge par nous-mêmes. Il y a un équipement qui revalorise le soldat, qui ne fait pas de lui un cadavre ambulant. Quelqu'un qui perd confiance même avant d'arriver au combat.
Mais aujourd'hui, par l'équipement, par l'état d'esprit qui anime les plus hautes autorités, le soldat lui-même va croiser la mort en chantant. Ça veut dire qu'on a quitté un paradigme de défaite, d'une armée de défaite pour une armée conquérante, pour une armée de volonté de puissance. Et c'est à saluer, et c'est un hommage que nous rendons, tout en disant qu'il faut poursuivre dans l'affirmation de notre volonté de puissance. Le camarade président Ibrahim Traoré disait que nous sommes dans un monde de prédation. C'est lors de remise d'un lot de matériel militaire. Et pour renchérir, Macron a dit qu'il fallait faire attention avec l'élection de Trump à bien identifier quel statut on allait occuper. Celui de carnivore ou d'herbivore. Donc il venait renchérir ce qu'une certaine élite néocoloniale qui refuse d'actualiser son fichier face aux enjeux politiques, géopolitiques du monde, de constater que le monde est un monde de conflit. Il n'y a pas de jeu. C'est la survie des nations qui sont en jeu. Les nations les plus avisées iront et affirmeront leur volonté de puissance en diversifiant leur coopération et en assumant le choix de la diversifier. C'est ce que nous avons fait jusque-là. Et c'est à saluer. Alors, vous l'avez dit, cette approche de sécurisation, ce nouveau développement suscite beaucoup d'espoir au sein des populations. Exactement. Mais des défis demeurent. Et je vais poser la question au lieutenant-colonel. Quels sont les défis auxquels les forces armées nationales sont actuellement confrontées, dans la limite du possible, ce qui peut être dit? Merci madame. Effectivement, dans cette lutte contre le terrorisme, il y a des défis que les forces de défense et de sécurité font face, et essentiellement en termes de coopération même au sein de l'AES, pour permettre en fait à ces armées de pouvoir mener ensemble une lutte efficace contre cette menace terroriste. Et ces défis, c'est quoi? Une réorganisation. Au-delà de la réorganisation, il y a l'aspect partage d'informations et qui est bien en place, qui permettent en fait aux armées de pouvoir conduire leurs opérations. Et aussi, on peut se dire que l'appui mutuel, ça c'est vraiment de nos jours, c'est efficace, de permettre aux armées de s'appuyer mutuellement en termes de moyens majeurs, mais aussi en termes de logistique et de renseignement. Et si on peut dire, au-delà de ça, on peut dire actuellement même dans les centres opérationnels, il y a le partage des officiers de liaison. Oui. C'est-à-dire, nous donnons des officiers de liaison à d'autres pays de l'AES, eux aussi nous en donnent, pour permettre en fait une bonne planification et la conduite en fait des opérations dans cet espace. Et comment vous appréciez cette collaboration entre FDS et population civile? On en entend parler apparemment, c'est un élément clé dans la lutte contre le terrorisme. Effectivement, la collaboration, je peux dire qu'entre FDS et population est vraiment bien ancrée, parce que quand on prend par exemple le fait d'abord, quand on prend les VDP, ils sont issus de quoi? Ils sont issus de la population et qui sont engagés pour la lutte contre le terrorisme. Et les forces de défense et de sécurité aussi mènent des actions d'escorte logistique pour permettre de ravitailler certaines zones à fort défi sécuritaire. Et des unités qui mènent des opérations pour permettre en fait que des activités socio-économiques puissent être menées, dont l'agriculture dans certaines zones qui étaient avant sous emprise terroriste, qui ont pu être menées, et nous pouvons de ce pas dire effectivement que le lien entre l'armée et sa population est bien ancré. Et si on revenait sur ce qui est fait pour mieux conduire les activités au niveau de l'AES, la collaboration entre les différentes armées du Burkina, du Mali, où nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau. Oui, comme je disais déjà tantôt, de ce que je peux dire à mon niveau, effectivement, partage d'informations, planification conjointe d'opérations majeures qui intéressent en fait certaines zones où les différents pays, à travers leur centre opérationnel, se réunissent pour planifier d'abord une opération et la conduire efficacement. Monsieur Sigirié, comment vous appréciez justement la dynamique de collaboration au niveau de l'AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel? Non, j'apprécie positivement, madame, cette dynamique de collaboration. C'est déjà une très bonne chose. Vous savez, madame, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que nous avons dans l'AES des armées qui se battent pour leur souveraineté.
Et c'est déjà très important. Vous savez, je crois que c'est en 2019, moi j'ai rencontré un jeune militaire ici à Ouaga qui venait d'un détachement et quand je l'ai rencontré, il était pratiquement découragé. Il me demandait, mais monsieur Siré, est-ce que nous ne sommes pas des chairs à canon? Et moi je lui ai dit, tu sais, cher ami, moi je suis persuadé que nous pouvons gagner cette guerre-là. Mais pas avec l'armée dans ce format-là, dans ce format colonial et dans ce format néocolonial. Pratiquement, on n'avait pas une armée comme Bayala a dit. Une armée, c'est la volonté de souveraineté. Une armée, c'est la volonté d'affirmation. Aujourd'hui, il y a de nombreux défis à relever au sein de l'AIS. Mais ce qui est déjà intéressant, et ce que nous admirons, c'est cette volonté de reconquérir les territoires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et nous avons une armée républicaine, une armée qui s'assume sur toute la ligne. Mais comment vous pouvez penser que vos bourreaux, ceux-là qui ont eu à vous maltraiter hier, peuvent être ceux-là qui vont venir vous libérer? Ce n'est pas possible. Mais de par le passé, on a cru. Et tout le mal était à ce niveau. Vous n'avez pas une armée qui est libre, qui est capable de s'assumer sur toute la ligne. Vous, les armées burkinabées, maliennes les armées burkinabées, maliennes et nigériennes avaient même toutes les difficultés de collaboration. Vous êtes ici au Burkina Faso, vous cherchez les terroristes qui rentrent au Niger. Dès que ces terroristes rentrent au Niger, mais vous ne pouvez pas franchir la frontière pour aller les traquer là-bas. Sous prétexte que le Niger traite toujours avec la France et que nous avons décidé d'assumer notre souveraineté. Aujourd'hui, on voit des armées qui collaborent ensemble. Aujourd'hui, le lieutenant-colonel est là et il le dit. Si les militaires burkinabés traquent les terroristes et que ces terroristes rentrent au Niger, je pense qu'en collaboration avec les militaires nigériens, ils peuvent les traquer. Donc, c'est ce qui nous manquait de par le passé. C'est ce qui nous manquait de par le passé. Vous savez, madame, quand on vous fait croire que vous êtes incapable, c'est la pire des choses qu'on peut faire croire à une population. De par le passé, on nous avait fait croire que nous sommes des incapables, que nous ne pouvons pas gagner la guerre. Si bien que nous-mêmes, à un certain moment, nous avons fini par croire que ce qu'on nous dit là, le narratif qui est chanté là, c'est ça qui est vrai. Et il fallait faire venir des soldats de la France, de l'autre côté, pour venir faire la guerre ici. Mais depuis quand un soldat d'un autre pays va venir mourir pour libérer un pays qui n'est pas son pays? Depuis quand? La guerre, elle est dangereuse. Mais depuis que nous avons décidé de nous assumer, depuis que nous avons décidé d'avoir une armée souveraine, une armée républicaine, nous sommes en train d'engranger des victoires. Même si des différences à relever, ce qui est fait est tellement admiratif, ce qui est fait est tellement formidable qu'il faut apprécier ces soldats-là. Au-delà de ça, ce que je voulais souligner, c'est le moral même des soldats. Il faut tenir compte de cela. Mais hier, moi, je rentrais, j'ai vu des soldats qui quittaient et qui partaient vers de l'autre côté. Mais quand je vois l'allure même avec laquelle ces soldats roulaient, tu sens des jeunes qui sont prêts à aller faire quelque chose. Quand ils quittent même Ouagadougou pour aller dans les contrées où ils savent que le danger les attend, la fierté avec laquelle ces jeunes-là vont, ça n'a rien à voir. Et c'est une armée qui est galvanisée. C'est une armée qui est galvanisée. Et la guerre, elle se fait comme ça. La guerre, elle se fait avec des passions. Oui. On ne peut pas faire la guerre avec des calculs, non. La guerre est une dure épreuve et elle se fait avec la passion. Il faut aller avec la volonté de vaincre, il faut aller avec la volonté de détruire l'ennemi, peu importe la puissance avec laquelle l'ennemi va venir. Mais de par le passé, on n'avait pas ça. Et nous, on avait dit, une armée, la sécurité est un élément fondamental. La sécurité est un élément majeur qu'aucun pays digne de ce nom ne saurait confier sa sécurité à un autre État. Madame, mais est-ce que vous pouvez dormir et laisser vos portes ouvertes, vos fenêtres ouvertes et être en sécurité? Ou bien vous pouvez dormir et à votre porte, c'est votre ennemi qui est votre gardien. Et vous savez bien que c'est votre ennemi. Mais celui qui vous garde est encore avec une arme. Mais comment on peut adopter de telles attitudes? Vous m'excusez? Si absurde. Et croire qu'on peut avoir la guerre. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, nous avons décidé de nous assumer en matière de défense, en matière de sécurité. Et les preuves sont là. Les résultats sont là. Sur le terrain, on voit que les armées progressent, on voit que les jeunes sont ragaillardis pour faire le combat. Et c'est ça qui est formidable. Ce que nous encourageons toujours, c'est vraiment continuer à encourager ce partenariat-là, cet échange d'informations, surtout en matière de renseignement entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et comme mon cher ami aussi Dacier de Bindut M le dit, il faut qu'on arrive à mettre en place ce qu'on appelle un état-major des armées de l'AIS. Ça, c'est fondamental, ça, c'est important. Quand on va arriver à mettre en place cet état-major, au sein duquel il y aurait des officiers burkinabés, des officiers maliens et des officiers nigériens pour coordonner les opérations, tout comme à leur niveau, il y a ce qu'on appelle les théâtres, comment on appelle ça? Les théâtres des opérations. Oui. Quand on va arriver à mettre en place cet état-major qui va coordonner les opérations au sein de l'AIS et qui est au courant de tout, nous allons encore avoir encore plus de victoires. Je reviens au colonel Wango. Est-ce que la mise en place de cet état-major général des armées des pays de l'AES
l'AES est au programme. On a vu qu'il y a eu une rencontre du côté de Mali il y a de cela quelques semaines. Ok, merci madame. Effectivement, pour ne pas dire ce que les autorités n'ont pas dit, mais effectivement, à travers déjà le partage d'informations, les officiers de liaison qui sont dans les différents centres opérationnels, les plus autres autorités sont en train de voir comment effectivement un centre, il y ait plus un centre plus conjoint, plus chapeauter en fait ces différents centres opérationnels pour permettre de la conduite des opérations sur le terrain. Alors, Monsieur Nadambeka, les armées du Burkina, du Mali et du Niger qui se réunissent pour la sécurisation du Sahel, pour la reconquête de nos territoires, est-ce qu'à l'heure où nous sommes, on peut dire qu'il y a déjà des résultats satisfaisants? Avant de revenir sur votre question précisément, je veux repartir un peu en arrière pour saluer les acquis que vous avez relevés lorsqu'on parle de défis, mais revenir sur les défis. Parce que les défis, il y en a. Il y a effectivement les acquis que vous avez soulevés qui sont des réponses aux défis, à certains défis, mais défis demeurent. D'abord au plan national. Et au plan national, considérons d'abord l'armée. Et l'armée à l'interne. À l'interne, on a eu des officiers, et beaucoup sont encore en place. Ce n'est pas de petits officiers, qui vivaient effectivement des opérations de maintien de la paix. Beaucoup, nous sommes tous burkinabés. On a vu, c'est des affairistes, des agents immobiliers, des pasteurs qui ont construit des églises et qui sont des bailleurs effectivement dans des églises. Ce n'est pas ces officiers, dont certains sont toujours en poste, qui vont applaudir ou qui vont suivre, soutenir, sans accroc, la nouvelle dynamique dans laquelle ils ne se retrouvent pas. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas se retrouver dans cette nouvelle dynamique. Et c'est tous ces gens, entre autres, qui tirent les ficelles en bas et qui se disent il faut que le système tombe pour qu'on puisse revenir encore au jeu. Et dans ces conditions, ils travaillent de mèche et de concert avec aussi des civils. Et ces civils, c'est aussi certains politiciens et leurs alliés. C'est aussi certains entrepreneurs politiques et de la société civile qui avaient pion sur roue et pour qui la politique, les organisations de la société civile, c'était le gagne-pain. Et puis pas n'importe quel du pain beurré et souvent surbeurré. Donc aujourd'hui, avec les acquis que vous avez effectivement énumérés tantôt, colonel et puis Siguéré, c'est clair que ces messieurs et ces dames s'asseyent et se disent à quand, le plus tôt possible, le changement, le retour en arrière pour que l'on... Et c'est un grand défi. Et ce grand défi, on viendra un peu aux perspectives, parce que pour le moment, c'est juste les défis. Les défis. Mais il faut les traiter. Il faut traiter les cas. Et dans le traitement, il faut être circonscrit, il faut être rapide. Il y a maintenant, au niveau de l'AES, c'est-à-dire au niveau de la Confédération. Au niveau de la Confédération, il y a effectivement un certain nombre de défis également. Et le premier défi, c'est le contexte international aujourd'hui, qui est un contexte géostratégique de redéfinition des forces, de redéfinition des relations et des rapports, de redéfinition effectivement des rapports, au point où, aujourd'hui, l'OTAN peut considérer effectivement l'AES, les pays qui y sont, comme les pays à abattre pour pouvoir effectivement maintenir la source de ressources. Ces ressources étant sans distinction, hommes, mines, pétrole, etc. Et les moyens d'achat. Donc, à partir de ce moment, il faut que nous ayons effectivement des alliances, des partenariats qui nous permettent d'intervenir. Là, je prends un exemple. Le Mali a demandé depuis longtemps, au niveau des Nations Unies, à ce qu'on lui donne l'opportunité d'expliquer comment la France travaille à armer effectivement et à former. On ne lui a jamais donné effectivement cette possibilité. Si nous n'avions pas la chance créée, parce que ce n'est pas une chance du hasard aléatoire, si le Mali n'avait pas créé sa relation stratégique avec effectivement un pays qui a le droit de veto, vous auriez vu depuis longtemps
que tous les efforts qui sont faits effectivement dans le Sahel auraient été effacés. Parce qu'il leur suffit d'avoir accès à l'un des pays pour pouvoir effectivement déconstruire ce qui est en train d'être construit. Donc, maintenir effectivement cet élan et ces acquis, c'est un défi. Face effectivement à l'adversité internationale qui a certains défis. Et il faut y travailler. Le dernier défi que je voulais soulever, c'est le défi même des institutions au niveau de chacun des trois pays. Je prends juste un exemple concret. Le Niger, il n'y a pas de problème. Ils ne se sont pas engagés dans ce théâtre, dans cette comédie de transition, négociation avec la CEDEAO, etc. Ils ont géré leurs choses dans la vision, point. Burkina Faso, on est parvenu, avec la démocratie populaire qui s'est mise en place, à donner 5 ans, même si on appelle aujourd'hui la transition, c'est un jeu de mots. On sait aujourd'hui que le président du Faso est libre pour les 5 ans à venir pour impulser la dynamique qu'il faut. Mais au Mali, on n'est pas encore dans une situation où la situation est tranchée. Donc, le retour en arrière à tout moment, à ce niveau, est possible sur la base, effectivement, de l'arrangement hétéroclite qui est en place. Si bien alors que si l'un des pays est touché, nous pouvons être sûrs, effectivement, que l'ensemble prend un grand coup. Donc, au niveau institutionnel, c'est un point sur lequel l'ensemble des trois pays doivent avoir une structure de réflexion qui accompagne le Mali pour effectivement sortir de là. Sans oublier que nous avons le problème de la monnaie. Et c'est là où je rejoins effectivement mon ami Tshisekedi. Oui. Vous ne pouvez pas prendre effectivement votre compte bancaire, mettre effectivement la signature sur le compte de votre ennemi, et puis dire que vous pouvez faire effectivement ce que nous sommes en train de construire quelque chose, ça va bien, on est en train d'avancer, et il lui suffit effectivement de refuser de signer. Et s'il refuse de signer, et là même il produit. Donc le problème de la monnaie, il faut y regarder, ça va commencer à un moment donné à poser un grand problème. Ça c'est pour ce qui est des défis. Voilà, donc je vous demande d'abonder dans le même sens pour ce qui concerne les défis de nos forces combattantes, mais aussi des défis au niveau de l'AES. Oui, moi j'allais déjà commencer par les acquis que l'alliance de défense qui a été mise en place a permis d'obtenir. N'eût été cette alliance de défense, on aurait empêché à l'AES de s'élargir avec le Niger. Vous savez que un certain président français impopulaire et contesté après les élections en France et qui est malheureusement le président, avait, par la CEDEAO, qui est une succursale par laquelle le colonialisme se déploie et déploie ses tentacules, décidé de contester les autorités nigériennes qui ont fait le coup d'État. Et c'était une intervention militaire qui était préparée. Tout récemment, on nous disait que ça allait être une armée de la CEDEAO, donc une cotisation de forces armées, et lesquelles d'ailleurs, puisque ces pays n'ont pas véritablement des forces suffisamment aguerries à l'épreuve de ce à quoi le Mali s'est frotté pendant 12 ans, le Burkina se frotte depuis maintenant 10 ans. Mais en réalité, c'était qui allait attaquer le Niger? C'était des militaires français positionnés à Abidjan au nombre de 2000. Ce n'est pas des chiffres inventés, c'est les officiels français au Sénat qui disent ce qu'ils avaient prévu. Donc, sous le couvert de la CEDEAO, la France allait attaquer le Niger pour, selon eux, rétablir Bazoum, qui avait vanté les mérites et les acquis des groupes terroristes sponsorisés et dont les preuves sont entre les mains de nos différents pays qui ont même demandé à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour les exposer. Et à partir de cet accord de défense, on a eu un premier acquis, le Niger n'a pas été attaqué. Et si le Niger est debout, c'est grâce à cette alliance de défense. Le deuxième acquis majeur, c'est les velléités de déstabilisation entreprises depuis cet instant par le colonialisme de façon outrancière, à travers les agents de la DGSE. Il y en a combien qui sont emprisonnés à Ouagadougou? N'eût été la vigilance des états-majors et des renseignements de ces trois pays, on aurait été surpris et brutalement arrêté, comme ce fut le cas le 15 octobre 1987. Est-ce que nous voulons que les tragédies de nos héros se réperpétuent?
se perpétue. Je pense que cela a permis véritablement de donner un coup de boutoir définitif à ceux qui jouissent et qui vivent de nos malheurs, c'est-à-dire le colonialisme français, qui avait déployé tous ses agents et qui a même créé une force. J'oublie un peu le nom de cette force dont le général Lecointre est venu adresser après avoir dit officiellement que même si c'est dans 10 ans, il faut qu'il revienne. Donc nos armées, à travers cette alliance de défense qui est en train de se préciser, parce qu'un état-major va être mis en place, nous l'espérons, les jours prochains, une unification opérationnelle du théâtre d'opération va être mis sur pied, c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait écho avec un écrit de Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il précise, et je nous le recommande, une lecture de ce document. Il dit qu'il ne peut pas avoir un projet de fédération, de confédération qui remet en cause la conférence de Berlin du 15 novembre 1984 jusqu'au 26 février 1985, vu les enjeux que ça bouscule, sans que les États qui ont cette ambition ne créent la sécurité nécessaire pour pouvoir se déployer. Donc si vous vous amusez à lancer un projet et une ambition de l'envergure d'une confédération, et certainement très prochainement d'une fédération, c'est que vous devez reposer cela sur une machine de défense qui assure toutes les épreuves et tous les défis auxquels vous serez confrontés. Et au titre de ces défis que je suis en train d'énumérer, en commençant par celui-ci, c'est de faire en sorte que la coopération internationale que nous avons engagée par la diversification puisse de façon décomplexée se poursuivre avec nos nouveaux partenaires, que ce soit l'Iran, ce soit la Turquie, ce soit la Russie, la Chine et tout le reste, et se mettre à l'abri de ce chantage qui est fait en disant que nous quittons un type de colonisation pour aller vers un autre type de colonisation. Vous savez très clairement que ceux qui le disent savent très bien que ce n'est pas le cas, mais ils le disent pour enlever du crédit à l'intelligibilité de notre action, du mouvement qui est en train d'être fait, des schémas tactiques et stratégiques qui sont en train d'être changés. Voyez-vous, aujourd'hui, si le Niger tient debout et est ravitaillé lorsque les sanctions inhumaines ont été prises, s'il n'y avait pas des acquis de ces forces combattantes du Niger, du Mali et du Burkina, le Niger aurait été mis en insécurité alimentaire, sinon même provoqué une pénurie de produits vitaux. Et je pense que cela demande un renforcement de l'ensemble de ces dispositifs, un rapprochement avéré, parce que c'est uni que nous allons tenir tête victorieusement à l'ennemi et se méfier de toutes les petites querelles, souvent nationalistes, qui peuvent surgir lorsqu'on tente, les égos qui peuvent surgir pour tenter de créer des préférences entre les trois pays, se méfier de ces chantres de l'apocalypse, parce qu'ils nous préparent à la déchéance. Alors, M. Sigiré, que dites-vous en termes de défis auxquels nos pays sont confrontés, auxquels nos armées sont confrontées? Oui, effectivement, je partage l'avis de Baela, ce qu'il a brillamment dit. Nos armées ont déjà fait beaucoup de choses et cela a permis vraiment de vaincre les groupes armés terroristes, même s'il faut encore faire des efforts. Mais il faut continuer surtout sur cette voie. Il y a encore de nombreux défis surtout à relever. C'est d'abord, comment je pense, c'est le défi pour moi même d'abord de, comment je dirais ça, que l'AIS soit une réalité. Il ne faut pas que seulement que ce soit une AIS sur papier comme la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO n'intéresse pas les peuples, c'est parce que les peuples ne se reconnaissent pas dans la CEDEAO. Il faut d'abord que l'AIS soit une réalité, une AIS des peuples. Il faut que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens se sentent frères. Et que même en matière de libre circulation des personnes et des biens, que les populations sentent qu'elles sont dans un espace appelé AIS. Quand les populations vont se sentir qu'elles sont dans un espace appelé AIS, cela va créer un sentiment de fraternité, un sentiment d'amitié. Et vous allez voir que ce sentiment de fraternité et d'amitié aura un impact positif sur les forces de défense et de sécurité. Le militaire malien se sentira
burkinabé quand il sera au Burkina. Le militaire burkinabé se sentira nigérien quand il sera au Niger. Ça veut dire que nos forces armées pourront collaborer dans la fraternité, dans l'amitié et surtout dans la confiance. Puisque en réalité, de par le passé, on a voulu que nous croyions à une chose qui est vraiment utopique. C'est de nous faire croire qu'il y a une armée à part et une population à part. Ça n'existe pas. Et on a même pu faire croire ça à certains de nos soldats que le militaire, c'est un homme à part. Le militaire, il est particulier. Non. Le militaire vient de la société. Le militaire est un produit de la société et la société, lui, a délégué des prérogatives. Votre devoir en tant que militaire, en tant que soldat, en tant que gendarme, en tant que policier, c'est de nous sécuriser. Alors, quand les militaires vont sentir que les populations sont dans la fraternité, sont dans la cohésion, elles-mêmes, les forces armées, les armées vont s'impliquer, les armées vont se sentir solidaires pour relever d'abord les défis. Donc, moi je dis, et ça c'est une mission politique, pour que nos armées soient efficaces, il faudrait que nos leaders, le capitaine Traoré, le général Gueïta et le général Tchani travaillent réellement à ce que l'AIS soit une AIS des peuples, une AIS des communautés. Ça, c'est un défi à relever. Voilà pourquoi je milite et je dis toujours qu'il faudrait qu'on aille même à mettre en place des institutions de l'AIS. À Bamako, à Niamey, à Ouaga, je ne sais pas. Et qu'on arrive à avoir des experts burkinabés, maliens et nigériens qui vont travailler ensemble sur nos préoccupations existentielles, sur nos préoccupations fondamentales. Et c'est partant de cela, quand ces défis seront relevés, que nous allons certainement une armée qui va s'unir et qui va défendre nos intérêts. Monsieur Bayala. Oui, un acquis très important qu'on va oublier, ce serait dommageable, c'est que l'initiative de nos trois pays de s'organiser sur le plan de la défense vient remettre en cause la pertinence des forces néocoloniales organisées au sein du G5 Sahel, qui était une initiative franco-américaine de sécurisation du Sahel. Et comme le grand frère Sigiré le disait, est-ce que vous pensez que historiquement ils ont été capables de sécuriser, de protéger un peuple? Mais l'inverse a été possible. N'eût été la vaillance et la bravoure des tirailleurs sénégalais, la France aurait été effacée du globe terrestre. Aujourd'hui, on n'en parlerait pas et serait certainement fusionnée dans l'Allemagne. Et certains pays européens n'existeraient pas, comme la Belgique. Bref, c'est pour dire que en sortant du schéma de sécurité de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que nous soyons indépendants, nous commençons par jeter les jalons de l'indépendance. Et ça commence par l'affirmation d'une capacité de défense, d'une capacité d'initiative. Et nos armées ont montré par l'Alliance de défense qu'ils peuvent adresser les grands défis sous-régionaux. Ils ont créé une armée qu'ils sont en train de déployer et qui fait des résultats. Et je pense que cela doit inspirer l'UA, l'Union africaine qui continue de vivre à la merci de sécurité onusienne qui a fini par un chapelet d'échecs en Centrafrique, au Congo. Est-ce qu'il faut continuer à déléguer notre sécurité qui relève de l'intimité des nations sérieuses? Est-ce que vous pensez qu'en 1966, quand De Gaulle dit à l'armée américaine de plier bagage, ce n'est pas qu'un sentiment nationaliste vide, mais c'est un sentiment de revendication d'honneur, de désir de se responsabiliser par rapport à ses propres défis. Et c'est ce que nos forces combattantes aujourd'hui font, et avec brio, avec esprit de sacrifice. Quand vous voyez les convois, nous on était récemment à Kaya, mais quand la tête du convoi est à Dori, la queue n'a même pas encore quitté Kaya. Regardez l'envergure d'une escorte de cette taille-là. Mais vous pensez qu'avec des statues de soldats qui s'entraînaient avec des armes en bois, on a vu, c'était la coopération vivante et très fructueuse avec la France, ou c'est avec des bois. Vous pensez qu'avec ça, on peut oser adresser un convoi de la taille de 1000 camions, de 2000 camions? Cela montre que nous devons être fiers de ces forces combattantes qui font rayonner sur nos visages l'espoir. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer leur vie qui prête pour que nos vies aient droit de cité. Alors, vous avez dit espoir et je reviens à la question que j'avais précédemment posée à M. Nadambega. Est-ce que
les résultats, est-ce que la situation actuelle de nos trois pays suffisent à dire que les résultats sont satisfaisants quant à la coordination des actions de sécurité au niveau de la Confédération de l'AES? Non, on ne peut pas dire si c'est suffisant. Non. Parce que on fait des progrès, certes. On a bien équipé l'armée. C'est une très bonne chose et ça saute aux yeux. Mais le souci de notre État, c'est de recouvrer effectivement l'entièreté de son territoire. Le souci de notre État, le souci des populations, c'est de pouvoir vaquer à leurs occupations quotidiennes chez elles. Donc, on ne peut pas dire que c'est suffisant, mais on peut dire effectivement que nous sommes sur la voie. Et quand on dit que nous sommes sur la voie, on ne peut pas ne pas aller directement aux perspectives qui peuvent permettre effectivement Quelles d'aller. sont justement les perspectives? Exact. Et à ce niveau, je vais dire que l'on constate que la nouvelle dynamique que nous saluons tous, tant au niveau de l'armée qu'au niveau effectivement des populations, et je veux parler du peuple qui soutient effectivement, parce qu'il semble effectivement qu'on n'est plus parti pour les spolier comme beaucoup de politiciens. C'est parce qu'ils observent effectivement la construction de la justice sociale. Et ils voient la construction de la justice sociale et ils espèrent. Parce que le rêve est permis aujourd'hui. Maintenant, nous devons faire en sorte que ça commence à se concrétiser. Et aujourd'hui, il y a un danger. Le danger, c'est lequel? Si vous regardez de façon insidieuse, chaque mois, sur les prix des produits de première nécessité, huile, riz, etc., il y a 100 francs, 200 francs, 250 francs qui s'ajoutent. Alors que si vous regardez, ce n'est pas par mois que le coût du carburant change. Ce n'est pas tous les mois qu'on change effectivement le barème tarifaire à la douane. Et les gens continuent de se procurer les produits. Ça veut dire que, sans qu'on ne s'aperçoive, certains tenants de l'économie, de façon insidieuse, sont en train de créer une forme de crise. Et il faut ouvrir l'œil sur ça, tout en continuant effectivement le combat, parce qu'il ne faut pas gagner sur un terrain et perdre sur l'autre. C'est ça le défi, effectivement, le grand défi. Il faut y regarder, il faut des contrôles stricts, et il faut justement que l'on montre que la récréation est terminée pour tous ceux et celles qui iront toujours dans ce sens. Une autre perspective, pour moi, c'est d'être réaliste, très pragmatique. Sankara a été très idéaliste. Au point où, à l'approche effectivement de son évincement, quand on lui a dit, écoutez, si vous voyez effectivement Cuba se propose, si vous acceptez, on va faire descendre 500 hommes qui vont assurer votre sécurité jusqu'à ce que vous réorganisez. Il dit, si on arrive au point où mon armée ne peut plus me protéger, que ce qui arrive, et si Blaise décide, on ne peut rien. Non, il ne faut pas pousser le bouchon jusque-là dans l'idéalisme. Il faut être souvent pragmatique. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ceux qui sont perfides vont se trouver à rire, mais on ne peut pas dire qu'on protège effectivement notre territoire dans la nouvelle philosophie que nous avons si nous ne protégeons pas effectivement le pouvoir en place. Le leader. Si nous ne protégeons pas effectivement le système en place. Et protéger le système en place, dans la mesure où pour le moment, ce n'est que quelques têtes qui tiennent effectivement le flambeau, l'idéal, le leadership, il faut les protéger. Ensuite, toujours dans le cadre effectivement des perspectives, nous devons faire beaucoup attention et prêter beaucoup d'efforts sur deux points. Le premier point, c'est lequel? C'est nous sommes en train de gagner sur certains territoires, de récupérer certains territoires. Mais quand on les récupère, qu'est-ce qu'on fait? On les sécurise, on sécurise la population qui s'installe et on continue ailleurs sans dispositif de maintien et de renforcement, ou alors on construit un système qui fait que quand on gagne, on ne perd plus. On consolide et on avance. On consolide, on avance comme il le dit. Et là, je pense qu'on doit analyser un certain nombre de possibilités. Moi, je le disais il y a environ 2 ans maintenant, je le dis encore aujourd'hui, nous devons pouvoir prendre la responsabilité de déplacer certaines populations nous-mêmes.
Parce que nous pensons que c'est intéressant au plan stratégique pour notre armée de se déployer et de s'organiser, ou alors parce que nous pensons que nous allons les regrouper quelque part. Si vous regardez nos populations, il y a souvent des gens dans des hameaux de culture, ils ne dépassent pas 500. Les terroristes veulent ça. Ils arrivent, ils frappent, et puis bon, ce qu'il y a, il faut que nous regroupons nos villages. Oui. Que nous ayons effectivement de grandes entités de population. Et qu'on investisse à ce niveau, et que les initiatives de développement soient prioritaires au niveau de ces localités que nous formons. Monsieur Bayala, qu'est-ce que vous proposez en termes de perspective pour de lendemain meilleur de nos États? Oui, c'est surtout l'armée-nation. Cette armée-nation qui est une fusion de civils et de militaires qui font en sorte que nous reconsacrions cette maxime de Thomas Sankara qui dit que le militaire c'est un civil en mission et le civil c'est un militaire en permission. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui attendent que ce soit l'armée seule qui déploie tout, même si c'est sa mission. Celui est reconnu. On ne demande pas à quelqu'un d'aller remplacer un soldat parce que ça demande même que tu sois préparé à cet effet. On ne demande pas aux gens du jour au lendemain de devenir chirurgien parce que soigner les gens c'est un bon métier. Mais on dit que pour le cas précis de la guerre populaire généralisée avec la BVDP qui est mise en place, l'implication des populations civiles, il faut davantage faire en sorte que les actions que nous observons sur le terrain, les actions de développement, les actions d'assistance des populations civiles. Vous voyez, tout à l'heure, le lieutenant-colonel disait que les populations pour les récoltes sont assistées. Oui. Parce que pour vaincre véritablement nos ennemis, il faut aussi une dose de séduction. Il faut que le peuple pour lequel on se bat sente que ses intérêts maximum se trouvent dans son armée et que c'est à elle qu'il doit faire confiance et sortir du chantage prébondier des terroristes qui vous proposent une paix jusqu'à ce qu'ils décident de mettre un terme à cette paix. Est-ce que vous voulez une paix pour aujourd'hui et la guerre pour demain, ou vous voulez une paix pour aujourd'hui et pour toujours? Et la paix pour aujourd'hui et pour toujours, c'est avec nos forces combattantes. Donc, il nous appartient de continuer à renforcer ce sentiment de ces gens qui ont donné de l'enseignement dans la boucle du monde, qui fait du jardinage, ce soldat qui aide un papa à traverser une eau qui aurait pu le remporter. Ce sont des images qui frappent et qui dévastent l'ennemi plus que même ne crépitent certaines armes. Alors, lieutenant-colonel, il faut dire que nous, le peuple burkinabé, nous rêvons de paix, nous rêvons de sécurité, nous rêvons de développement, nous rêvons d'un lendemain meilleur. Alors, est-ce que quelque chose est prévu dans ce sens au niveau des forces armées nationales? Merci, madame. On va revenir en arrière pour dire, d'abord, côté cohésion, qu'on en parlait déjà, la cohésion, elle est dynamique, elle est perceptible, tant au niveau du tactique que de l'opérationnel. C'est ce qui permet en fait à ces unités-là de pouvoir en fait continuer dans la lutte contre le terrorisme pour pouvoir reconquérir certains villages plutôt et réinstaller certaines populations, mais aussi déployer des unités pour la consolidation de ces zones-là, parce que pour permettre à ces zones de vivre, de mener librement leurs activités. Et je peux ajouter aussi que au-delà de ça, c'est comme on parle de lien armée-nation, lien armée-nation, ces populations, avait tantôt dit que la VDP, mais aussi qui ont consenti les populations de façon globale à fournir ce qu'ils peuvent. Mais il y a le partage d'informations pour permettre à ces forces combattantes-là de disposer des renseignements nécessaires ou d'informations nécessaires pour pouvoir en fait continuer la lutte contre le terrorisme. La collaboration de population civile et FDS. Oui, cette collaboration est vraiment dynamique, elle est perceptible, parce que quand vous voyez les convois qui passent ou qui sont lors des ravitaillements, lorsque les ravitaillements arrivent à destination, malgré les différents efforts qui sont consentis, vous sentez qu'en fait que cela traduit en fait ce lien qui existe entre cette population et cette armée, d'où vient en fait, parce que les militaires ils viennent pas d'ailleurs, ils viennent de cette société d'où ils ont été recrutés. Merci. On va terminer avec M. Sigiré. Qu'est-ce
qui peut être posée comme action majeure pour le bonheur de ces populations qui sont déjà meurtries par plusieurs actions, parce qu'on voit actuellement en termes de situation sécuritaire. Oui, madame, oui. Vous savez, la guerre est une dure épreuve et la guerre fait prendre conscience. Ce qui est important et ce que moi je suis en train de voir, il faudrait que la sécurité soit l'affaire de tout le monde. La sécurité soit l'affaire de tous les Burkinabés. De par le passé, nous avons une conception utopique de la sécurité. Il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des policiers qui sont chargés de nous sécuriser. Et nous-mêmes, souvent, nous pouvons rentrer, dormir et puis ouvrir nos portes, disant que quand un voleur va venir, le policier va quitter le commissariat pour venir le chercher. Non, il faut quitter ce contexte-là. Ça ne marche plus. La sécurité est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit être militaire, gendarme, policier, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comme Bayala y a dit, il y a des gens qui sont spécifiquement formés pour la sécurité, qui détiennent des armes à cet effet. Mais la collaboration entre ces forces combattantes-là, entre ces forces de défense et de sécurité et la population, cette collaboration, elle est vitale, elle est primordiale pour que nous puissions avoir un système de sécurité efficace. Comme je dirais aussi à l'endroit des autorités, c'est déjà fait, mais il faut que nous continuions sur cette voie. C'est d'abord même prendre la question de sécurité au sérieux. De par le passé, moi j'avais l'impression que non, nous vivons comme des poissons. On a une protection naturelle parce que nous sommes dans l'eau. Non, nous ne sommes pas dans l'eau. Nous sommes des êtres humains et nous n'avons pas de protection naturelle. Dieu lui-même ne nous accorde pas cette protection naturelle. Il faut que nous nous battions pour avoir un système de protection, ce qu'on appelle un système de sécurité. Est-ce que nous ne vivons plus comme des poissons? Aujourd'hui, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu, nous ne vivons plus comme des poissons. Nous avons su que le système de sécurité là, ça invente, ça se perfectionne, il faut mettre des moyens pour cela. Mais moi, je suis déjà passé dans des commissariats ou bien dans des gendarmeries, ou bien le CB n'a même pas une bonne chaise pour s'asseoir. Le CB, lui, la chaise sur laquelle le CB, s'il n'a pas une bonne chaise, c'est quelle arme il a? Son père, là, c'est pas sûr que ça percute, ça tire. Mais comment vous pouvez être dans un état aussi sérieux et vivre comme si la sécurité n'était rien? Non, la sécurité est un élément fondamental. Et avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes en train de comprendre cela, que nous devons, contrairement à ceux qui pensent, nous ne devons même pas nous armer. Nous devons nous surarmer. Et même après la guerre, on va continuer à acheter des armes. Même l'arme nucléaire, si nous pouvons l'avoir, nous allons la chercher. En perspective. Oui, en perspective. Elle est fondamentale. Qui veut la paix prépare la guerre. À partir d'aujourd'hui, nous allons vaincre cette guerre-là, mais nous allons continuer de façon permanente à préparer la guerre au quotidien pour que n'importe qui ne rêve pas de nous attaquer. Et c'est ça qui est primordial. Et les populations ont compris cela. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'elles sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour que nous arrivions à ce niveau-là. Oui. Alors, messieurs, le temps accordé à l'émission est épuisé. Merci pour vos différentes contributions, pour vos analyses sur l'état des lieux des actions des forces combattantes pour la sécurisation et la reconquête du territoire national. Merci donc à vous, Gervais Nadambega, ingénieur de développement rural. Nous disons aussi merci à Adaman Sigiré, écrivain et enseignant de philosophie, Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci. Cher esclave. J'ai envie de dire. Il ne faut pas abuser. Non, on n'abuse pas. Bon, notre esclave par alliance, on va le dire. Je vais informer le sanglier. Merci, lieutenant-colonel Rasmani Wango. Merci à vous surtout, madame, monsieur, de votre constante fidélité à Questions majeures. Rendez-vous le dimanche prochain pour débattre sur un autre sujet important sur la vie de la nation. À très bientôt donc.